Bonjour. Qu'est devenu aujourd'hui les programmes de développement local des 145 territoires? Une grande vision initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour offrir à nos populations de 145 territoires des infrastructures de base, des écoles, des centres de santé, des routes, des bâtiments administratifs, de l'eau potable. Eh bien, nous en parlons pour une série d'émissions avec des agences d'exécution qui ont été choisies. Vous avez notamment le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Vous avez la CFF, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Et nous avons aussi le BCECO, Bureau central des coordinations. D'abord, pour cette première émission, nous recevons pour vous Christian Mathilde Louyela, expert indépendant en suivi et évaluation des projets, notamment du PEDEL 145. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Crispin. Mais c'est quoi les PEDEL 145 selon vous? Les PEDEL 145 territoires est un programme qui est né de la vision du président de la République à partir d'un constat qui est simple et que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, au niveau local, oui, en termes de tous les indicateurs de développement, il n'y a pas eu d'avancée significative en dépit de plusieurs programmes qui ont été implémentés. Et donc, le président de la République, en venant, a instruit le gouvernement de pouvoir mettre en place ces programmes de développement qui visent à réduire la pauvreté à partir de la base. À partir de la base. Est-ce qu'il y a un fondement juridique de ces projets, ces grands projets? Le programme de développement des 145 territoires s'adore sur le programme national de développement stratégique, le PNSD, 2024-2028. Et ce programme a un cadre institutionnel. Il y a l'ordonnance du chef de l'État qui institutionnalise les cadres chargés de pouvoir assurer le suivi de la mise en œuvre de ces programmes. À 3 agences d'exécution, comme je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, vous avez le PNUD, vous avez la CFF, et puis vous avez le BCECO. Et aujourd'hui, justement avec vous, on va commencer par l'une des agences d'exécution chargée de faire le suivi, l'exécution de ces vastes programmes initiés par le président Tshisekedi. C'est notamment le BCECO, Bureau central des coordinations. Et par rapport au BCECO, qu'est-ce qui a été fait? Mais d'abord, on va suivre ce que le président Tshisekedi lui-même disait à la veille des élections de 2023, parce que ce PEDEL a été confié aux 3 agences, mais qu'avait fait réellement le BCECO et qu'est-ce que le président Tshisekedi pensait du travail réalisé? On va suivre cet élément de quelques secondes et on reviendra avec vous pour la suite de cette émission. Vous voyez, on a pris 3 agences d'exécution qui ont fonctionné chacune à son rythme, parce que le programme ne fait que commencer. À certains endroits, nous avons les agences d'exécution comme BCECO. Là où le BCECO a travaillé, beaucoup d'infrastructures ont été construites. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que les réalisations soient faites, que les structures soient installées et que la politique de développement commence. Bien, alors vous avez suivi là le président de la République, candidat à l'époque pour son 2e mandat, qui appréciait effectivement le travail qui a été réalisé au niveau du BCECO par rapport à ces vastes programmes, les PEDEL, qui concernent l'ensemble de nos territoires. Il y en a 145. Alors, Monsieur Christian Mathilde Louyela, avec vous, vous êtes un expert indépendant. Quel constat avez-vous fait, notamment par rapport au BCECO, qui est l'une des 3 agences choisies par le gouvernement pour
l'exécution de ces vastes programmes? Monsieur le journaliste, je voudrais revenir un tout petit peu pour bien planter les décors avant de passer au constat. Ouais. Je voudrais dire qu'effectivement, le programme de développement des 145 territoires est une initiative alors historique du président de la République. Et cette initiative vise justement à réduire la pauvreté des masses, à partir de la base. Contrairement aux approches passées, ce PDL garantit une équité territoriale. C'est vraiment l'un des principes phares de ce programme, l'équité territoriale. Ça veut dire quoi l'équité, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas fait de longues études comme vous? C'est quoi l'équité territoriale? L'équité territoriale veut dire tout simplement que il y a une dotation. Une dotation pour chaque territoire à partir d'une expression de besoin que chaque territoire a exprimé. Et ce besoin-là a été chiffré à 10 millions de dollars. Donc chaque territoire devait bénéficier de 10 millions de dollars. Chaque territoire doit bénéficier de 10 millions de dollars pour financer un paquet d'investissements prioritaires exprimés à partir de la base. Donc, c'est pour ça que les principes importants de ces programmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ces programmes, son approche est qu'il est basé sur les principes d'équité territoriale. Ça veut dire que chaque territoire bénéficie en termes de dotation financière des mêmes ressources pour financer ou exécuter les projets, les priorités exprimées à partir de la base. En termes d'infrastructure. Et ces priorités-là, dans ces packages-là, prioritaires, il y a notamment les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs, il y a les forages, les microcentrales, il y a les routes des dessertes agricoles, il y a les marchés, il y a les marchés, il y a un volet aussi important sur la chaîne de valeur, parce qu'il faut essayer de vivifier les économies locales. Ce programme a 4 composantes. Allez-y. La première composante consiste à développer les infrastructures socio-économiques de base. Et la deuxième composante tourne autour de la redynamisation des économies rurales et locales. La troisième composante consiste à renforcer les capacités de gouvernance et des acteurs pour suivre et puis après prendre les relais pour la suite du programme. Et la quatrième et la dernière composante, c'est la composante mise en place d'une évaluation géolocalisée. Et dans le cadre de la mise en œuvre, le gouvernement a commencé bien sûr sur la première composante et à travers le volet qui concerne la construction et l'équipement des écoles primaires, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Tout à fait. Alors, parlons un peu d'Ibeseko cette fois-ci par rapport à ce qu'elle a bénéficié comme territoire. Ceci a reposé sur quelle stratégie au niveau d'Ibeseko pour l'exécution de ces vastes programmes dans les territoires sous sa coordination? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le gouvernement a confié l'exécution de ce programme qui est un programme d'urgence où le président de la République attend des résultats bien sûr immédiats, il y a des résultats à moyen terme et il y a des résultats aussi à long terme. Et pour ce faire, a confié son exécution, le gouvernement a confié son exécution aux agences d'exécution. Et le BESECO a signé un protocole d'accord avec le gouvernement sur base d'une zone géographique. Sa zone géographique comprend au nord-est du pays, la province de Bajouélé, de Haut-Ouélé,
la province de l'Ituri, à l'est, la province du Nord Kivu, et au sud-est, la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province de Olomami, et puis au centre, la province de Lomami, du Kasaï central et du Kasaï oriental. Mais beaucoup de langues disent que le BESECO n'a rien fait par rapport au PDL 145. Est-ce que vous avez un bilan précis, vous qui êtes expert indépendant et qui suivez de près ces projets depuis son lancement? Qu'est-ce que le BESECO a fait en termes d'écoles, des centres de santé, bâtiments administratifs? Est-ce que le travail a été réellement fait selon vous? Parce que beaucoup de langues disent que le BESECO n'a rien fait depuis que ce projet a été lancé. Bon, je pense que c'est les chiffres qui doivent parler. Nous accompagner. D'abord, sur les plans global, le taux d'exécution du PDL est autour le taux d'achèvement des ouvrages. On parle de 2130 ouvrages à réaliser dans le cadre du premier volet. Et le BESECO a reçu la responsabilité d'en construire 731 ouvrages ou 731 infrastructures. Sur les 731, est-ce que quelque chose a été fait? Sur les 731, le BESECO a déjà pu achever 370 ouvrages. 370 ouvrages, ce qui correspond à un taux d'exécution de 50%, de 50,6%. Donc, vous voyez que ce n'est pas rien dans le contexte du pays avec des défis très importants. Les défis... C'est équilibré par province. Si nous prenons par exemple le Nord Kivu, une province aujourd'hui en proie à la rébellion de l'AFCM 23, est-ce que dans cette province, le travail a été fait? Est-ce qu'il y a des écoles qui ont été construites? Est-ce qu'il y a des centres de santé, des bâtiments administratifs? Je ne prends que ces trois volets-là pour une province comme le Nord Kivu, par exemple. Oui, pour le Nord Kivu, selon les données à notre disposition, le démarrage du programme dans ces volets-là a commencé partout. Dans tous les territoires de la zone géographique du BESECO, les travaux ont démarré effectivement. Et donc au Nord Kivu, les travaux avaient bel et bien démarré et avaient atteint un niveau très significatif. Et à ce jour, les travaux sont à l'arrêt. Ça concerne plus ou moins 30 ouvrages qui sont aujourd'hui à l'arrêt à cause de la guerre injuste. Est-ce qu'il y a eu des réceptions de certains ouvrages au Nord Kivu? Il y a beaucoup d'ouvrages. Avant l'avènement de la guerre d'agression, il y avait déjà un débit de réception dans cette province. Alors, si nous prenons une province comme, je vais comme ça, par ici, par là, comme les Haut-Uélé, par exemple, où il n'y a pas de guerre, quel est le constat pour vous dans une province comme les Haut-Uélé aujourd'hui? Dans le Haut-Uélé, comme je vous ai dit, les taux d'exécution du premier volet dans le Haut-Uélé dépassent déjà les 70%. Donc là, beaucoup d'écoles ont été construites. Beaucoup d'écoles sont en train d'être construites, mais on doit dire que beaucoup de chantiers sont bloqués parce que le gouvernement n'a pas encore clôturé les transferts de ressources en faveur de l'agence d'exécution. Et donc, le niveau est très élevé, mais ce niveau ne s'est pas avancé et aller jusqu'à la finalisation si ce reliquat-là, un reliquat de 26 millions que le gouvernement doit au BESECO, qui doit être libéré pour permettre à ce que dans cette province-là, par exemple, où le niveau est très élevé, qu'on puisse arriver d'ici juin 2026 à finaliser l'ensemble d'ouvrages. Là, c'est concerne la province du Haut-Uélé. Est-ce que c'est le cas dans d'autres provinces comme les Haut-Katanga, les Lualaba, les Kasaï? Vous avez parlé des Kasaï central, Kasaï oriental. Est-ce que les taux d'exécution de 70% que vous avez évoqués pour les Haut-Uélé, est-ce que c'est la même chose pour d'autres provinces? Je prends au hasard, par exemple, les Kasaï orientales aujourd'hui. Le taux est à combien? Pour les Kasaï orientales,
la moyenne, le taux moyen d'exécution, le taux de moyen d'exécution, comme je vous ai dit, c'est toujours au-delà de 75%. 75%. C'est le taux d'exécution. Et ces taux d'exécution montrent en fait que il y a les travaux dans beaucoup de chantiers ont atteint un niveau de presque allant vers la finalisation. Et donc, il faut justement que les gouvernements puissent clôturer les transferts des ressources en faveur du BSECO pour permettre que ces ouvrages ici, d'ailleurs qui sont en danger, parce que, ayant déjà atteint un niveau très élevé, si les travaux sont bloqués pendant longtemps, on risque de perdre cet investissement. Et donc, il y a l'urgence aujourd'hui de pouvoir libérer donc ces reliquats-là dont j'ai parlé tout à l'heure en faveur du BSECO pour permettre très rapidement que cette province, que ces territoires, au même titre que les autres qui assistent à des réceptions et qui consomment déjà. Donc pour l'instant, il y a quand même des écoles, des centres de santé ou des bâtiments administratifs déjà en utilisation à ces moments. En utilisation, comme je vous ai dit, c'est 370 ouvrages qui sont terminés à raison de 221 écoles primaires modernes et équipées. Il y a 132 centres de santé modernes et puis il y a 117 bâtiments administratifs achevés et équipés. Le problème ici est au niveau des centres de santé, parce que là, les équipements qui sont dotés dans tous les centres de santé qui sont achevés ne sont que des mobiliers, ne sont pas des équipements médicaux. Et donc, pour que ces centres de santé soient opérationnels, les écoles sont opérationnelles, les bâtiments administratifs sont déjà opérationnels, mais les centres de santé, sur l'ensemble du pays, aucun centre de santé, sauf peut-être un ou là-bas. Quelle est la responsabilité du BSECO par rapport à ces blocages que vous évoquez ici? Est-ce un problème de gestion au niveau du BSECO ou tout est finalement lié aux reliquats, à de l'argent qui reste en termes de financement? D'abord, je dis que c'est toutes les trois agences qui ont les mêmes difficultés. Qui ont les mêmes difficultés et qui ont eu à faire l'objet d'un gap de ressources additionnelles liées au fait que les problèmes qu'ils ont rencontrés, tels que les problèmes logistiques, ont fait que les coûts pour réaliser ces ouvrages ont flambé. Les reliquats que le BSECO demande, c'est au même titre que les deux autres agences. Le PNUD et l'autre, la CFF. La CFF, voilà. La CFF, oui. Donc, ça ne relève pas d'un problème de gestion, ça relève plutôt d'un problème de contraintes logistiques qui ont fait que le coût explose et que le BSECO demande, comme les autres agences, un ajout. Pour ceux qui se posent beaucoup de questions, oui, à la cité, notamment des bénéficiaires ou la population congolaise de manière générale, parce que ces projets concernent avant tout la population congolaise qui doit bénéficier des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs, des routes, des forages d'eau, des marchés modernes et autres. Là, nous n'étions qu'au premier volet déjà qui a connu un certain nombre de difficultés, les difficultés géographiques, les difficultés d'accès, les difficultés en termes de financement aujourd'hui. Est-ce que c'est possible pour chaque Congolais de vérifier par rapport à son territoire et de connaître l'état d'avancement de l'infrastructure? Ça peut être une école, un centre de santé, ça peut être, qu'est-ce que j'ai dit, un bâtiment administratif. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Nous avons suivi la mise en place d'une plateforme numérique par les BSECO. Que les BSECO a mis en place. Et donc cette plateforme numérique permet effectivement à un contrôle citoyen à chaque population de chaque territoire de pouvoir rentrer et
de regarder les niveaux d'exécution des ouvrages qui les concernent et regarder et voir les images pour s'assurer sur ce que le gouvernement, à travers l'agence BESECO, est en train de faire dans leur territoire ou dans leur province. Aujourd'hui, peu importe où vous êtes, vous pouvez aller sur Internet, taper. Vous pouvez aller, le code, je pense, est partagé dans le site du BESECO. Vous pouvez entrer, vous voyez que c'est géolocalisé. Hein? Donc, on a le nombre de provinces que couvre BESECO, on a le nombre de territoires que couvre BESECO, et donc vous pouvez entrer dans les planches qui sont là, hein, pour faire une recherche spécifique par rapport à un territoire, par rapport à un secteur, par rapport à un ouvrage que vous recherchez. Donc, en résumé, Monsieur Christian Mathilde Louyela, c'est que ces projets est un immense espoir pour la population congolaise. Donc, votre plaidoyer aujourd'hui, ici à Télé 50, c'est que le gouvernement puisse débloquer les fonds qui restent, notamment pour les BESECO, pour les autres agences, afin pour que les autres agences, le gouvernement a déjà clôturé les transferts des financements. Il ne reste qu'au BESECO. Il ne reste que le BESECO. Et donc, ici, le plaidoyer est plutôt que le gouvernement libère les 29 millions qui restent des reliquats pour permettre... Pour finir l'ensemble des ouvrages. Pour finir l'ensemble d'ouvrages, comme je vous ai dit, qui sont à un niveau de 75% de taux d'exécution. 75% de taux d'exécution. Nous avons déjà une maison qui a des portes, qui a un toit, et qui ne demande qu'à être finalisé. Merci beaucoup, Christian Mathilde Louyela. Je rappelle que vous êtes expert indépendant en suivi et évaluation du grand projet, notamment les PDL 145 qui vous suivez de près. Prochainement, je vous aurai pour parler PNUD et la CFF qui, eux, ont plutôt eu tous les financements et voir si les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art. Merci beaucoup à vous et à très vite sur notre plateau. Merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro pour parler PDL 145 territoires.